C'était il y a 80 ans, le 22 juin 1941, commençait l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, un moment clé du second conflit mondial. Nous sommes en compagnie de Dominique Lormier, auteur du livre Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour. Dominique Lormier ? Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, en juin 41, l'Allemagne et l'URSS sont liés par le pacte germano-soviétique. Cette attaque était prévue par l'Allemagne depuis quand ? On parle de la directive 21 de Hitler qui daterait de fin 1940. Absolument, mais il y avait déjà une décision des Allemands qui datait, si on prend la peine de lire Mein Kampf, on voit véritablement que les nazis avaient pris véritablement des décisions bien avant. Il y avait la volonté du pan-germanisme allemand d'avoir un espace vital à l'Est et qui mettait en cause, bien entendu, l'existence de l'Union soviétique. Alors, il y avait effectivement cette directive 21 qui avait été décidée, qui est une directive militaire, mais sur le plan idéologique, c'était totalement ancré, je dirais, dans l'idéologie nationale-socialiste. Alors justement, un espion soviétique au Japon, qui était agent double avec l'Allemagne, Richard Sorge, a pourtant transmis aux soviétiques l'invasion à venir en devenant l'amant, entre autres, de la femme de l'ambassadeur d'Allemagne à Tokyo. Pourquoi les soviétiques ne l'ont-ils pas cru ? Ça faisait partie, je dirais, de la paranoïa de Staline qui se méfiait de tout le monde et qui était persuadé qu'il parviendrait à s'entendre avec l'Allemagne hitlérienne. Il y avait eu d'ailleurs un pacte germano-soviétique en août 1939. Donc véritablement, Staline est persuadé que Hitler n'oserait jamais attaquer l'Union soviétique, puisque même lorsqu'il y a eu l'offensive qui a été déclenchée fin juin 1941, il a fallu attendre plusieurs jours avant que Staline prenne des directives véritablement militaires pour la défense du pays. Donc véritablement, il a été persuadé jusqu'au bout qu'il y aurait une entente possible entre son régime et celui d'Hitler. Alors justement, c'est une bataille terrible qui s'engage le 22 juin, c'était un dimanche, puisque l'Allemagne et ses alliés italiens, roumains, hongrois, finlandais et slovaques ont des effectifs de 4,2 millions d'hommes contre 3,3 millions de soviétiques. L'avancée allemande semble impossible à arrêter les premières semaines, d'autant que, vous l'avez rappelé, le premier jour, Staline a cru à un simple incident et a demandé à l'armée de ne pas riposter. La supériorité, elle est mécanique, elle est technique. Qu'est-ce qui fait la supériorité de l'Axe par rapport aux soviétiques ? Et c'est surtout que les Allemands savent extrêmement bien utiliser le combat interarmes. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement, je dirais, utiliser en même temps les moyens radiophoniques et également les moyens aériens et terrestres. Ce qui va faire totalement défaut à l'armée soviétique. En plus, c'est une armée soviétique qui a été affaiblie par les purges staliniennes. Donc, il y a eu un haut commandement soviétique qui a été extrêmement réduit, affaibli justement par la paranoïa de Staline. Et d'autre part, l'armée soviétique maîtrise extrêmement mal le combat interarmes. Les divisions, les brigades blindées, souvent n'ont pas de moyens radiophoniques pour correspondre en terre. Il n'y a absolument pas de liaison entre l'aviation et les troupes terrestres. Et surtout, il y a la surprise, c'est-à-dire que véritablement, l'armée soviétique est totalement surprise par l'offensive allemande, malgré les avertissements qui avaient été donnés. Est-ce vrai que Hitler voulait attaquer l'URSS plus tôt en pensant que suite aux purges, l'armée rouge était désorganisée alors qu'elle pouvait se réorganiser après ? Oui, mais de toute manière, alors on a avancé aussi la thèse aussi que le fait que Hitler aurait été retardé par l'attaque italienne en Grèce, en vérité c'est faux, qui avait eu lieu au mois d'octobre 1940, qui aurait contraint les Allemands à intervenir dans les Balkans. En vérité, Hitler voulait absolument sécuriser les Balkans de toute ingérence britannique, d'autant plus que la Yougoslavie était plutôt, je dirais, anglophile. Et d'autre part, il y a eu surtout le phénomène de ce qu'on appelle les pluies diluviennes qui tombent au printemps en Russie soviétique et qui ont obligé les Allemands à attaquer simplement fin juin 1941 et non pas au mois de mai, puisqu'il y avait encore, je dirais, des véritables bourbiers sur le terrain soviétique qui auraient certainement empêché le déploiement des Panzerdivisions.
Alors, la mobilisation soviétique est générale. Ironie de l'histoire, c'est une chanson jouée systématiquement encore aujourd'hui, les 9 mai, lors du Dien Pobiedi, le jour de la victoire, qui scelle l'union des soviétiques. Le texte est publié le 24 juin 41 par les journaux Krasnaya Zvezda et Izvestia. Et le lendemain, 25 juin, la musique fut composée et le chant exécuté pour la première fois le 26 à la gare ferroviaire de Bielorusskaya à Moscou par les chœurs de l'armée rouge pour encourager les soldats en partance pour le front. Cette chanson a un nom qui résume tout, la guerre sacrée. On écoute un extrait. Je traduis les paroles. Lève-toi, pays immense, lève-toi pour un combat à mort contre la sombre puissance fasciste, contre la horde maudite. À la vermine fasciste putride, nous enfoncerons une balle dans le front. Pour la lie de l'humanité, nous clouerons un solide cercueil. Que la noble fureur se déchaîne comme une vague. C'est la guerre du peuple, la guerre sacrée. C'est une guerre d'extermination que les nazis, qui considèrent les Slaves comme des sous-hommes, mènent contre les Slaves, dont les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, dès le début de la guerre. Ben oui, ça faisait partie des préjugés racistes d'Adolf Hitler et du national-socialisme, où ils ont véritablement mené une guerre d'extermination contre ceux qu'ils appelaient des sous-hommes. En vérité, ils se sont très vite rendus compte que ces sous-hommes étaient des guerriers farouches et qui savaient très bien résister et qu'ils avaient mis au point également un matériel extrêmement performant. Il faut savoir qu'Hitler a interdit au service de propagande allemand de révéler l'existence du char russe T-34 qui était supérieur au Panzer à l'époque, car pour Hitler, c'était absolument, je veux dire, inimaginable que les Russes aient pu concevoir un char aussi moderne. Ça ne faisait pas partie de son logiciel, je dirais, raciste. Et effectivement, les Allemands ont dû se rendre compte très vite de la réalité sur le terrain, à savoir d'une résistance acharnée de l'armée soviétique. Dès le début de la guerre, on le dit, c'est une guerre d'extermination. Les Einsatzgruppen massacrent les Juifs et les prisonniers de guerre par milliers. Est-ce que c'est cette barbarie qui permet à Staline de faire l'union autour de lui, alors que c'est un tyran qui terrorise le peuple et a exterminé par la fin 6 à 7 millions d'Ukrainiens lors de l'Holodomor en 1932-1933 ? Absolument, ça a été, je dirais, la stupidité totale d'Hitler qui a voulu mener une guerre d'extermination contre le peuple soviétique, alors qu'il y avait une partie de ce peuple qui était, je dirais, en lutte, contre Staline, du fait des purges, mais également des famines qui avaient été provoquées par le système stalinien. Et véritablement, les Ukrainiens auraient très bien pu se ranger aux côtés des Allemands. Il faut savoir que lors de l'invasion de l'Ukraine, justement, les premiers villages accueillent avec des fleurs les troupes d'occupation allemandes. Donc véritablement, si les Allemands avaient été beaucoup plus habiles à ce niveau-là, ils auraient pu avoir beaucoup plus de soviétiques qui auraient combattu dans leur rang, comme ça a été le cas avec l'armée Vlasov. Alors justement, le 10 juillet commence la première grande bataille, la bataille de Smolensk, qui durera jusqu'au 10 septembre. Sur le front sud, c'est la bataille de Kiev qui commence le 7 août et qui durera jusqu'au 26 septembre. C'est une hécatombe sur toute la longueur du front. Oui, les troupes sont envoyées à l'assaut sans soutien d'artillerie, les chars n'ont aucune liaison radio, elles se heurtent aux défenses anti-chars allemandes. Les Allemands savent beaucoup mieux manœuvrer puisqu'ils, comme je l'ai dit auparavant, ils savent mieux utiliser le combat interarmes. Donc véritablement, c'est une armée soviétique qui va se faire totalement laminer. Mais très vite après, par la suite, lorsque les Allemands vont de plus en plus pénétrer dans le territoire soviétique, ils vont rencontrer une résistance acharnée. Une résistance acharnée. Le 2 octobre, justement, les Allemands arrivent devant Moscou qu'Hitler veut transformer en lac artificiel, une bataille meurtrière dans laquelle le patriotisme et le sens du sacrifice des Soviétiques empêchent les Allemands de prendre la ville. La bataille se termine le 22 janvier 1942 par un échec allemand. Est-ce que c'est la fin de l'opération Barbarossa, Dominique Lormier? Alors on peut dire d'une certaine manière, oui, parce que le but était de faire capituler Staline, mais je dirais que même si l'armée allemande s'était emparée de Moscou, de toute façon le territoire soviétique était immense, c'était une guerre sans fin. Ça venait surtout du fait que les Allemands avaient totalement sous-estimé le potentiel militaire soviétique, puisqu'on estimait qu'à peu près
l'armée soviétique représentait entre 150 et 200 divisions, et en vérité, l'armée soviétique a été en mesure de pouvoir mobiliser 580 divisions durant toute la durée de la guerre. Donc véritablement, ce sont les erreurs, je dirais, tactiques et stratégiques du haut commandement allemand qui ont condamné l'armée allemande à la défaite, et également aussi la résistance acharnée des troupes soviétiques. Il y a 80 ans, c'était un tournant de la guerre puisque l'armée allemande perdra 75% de ses effectifs sur le front de l'Est. Absolument. Il faut savoir que sur les 5 500 000 soldats allemands tués durant la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont tombés contre l'armée soviétique. Donc véritablement, l'armée soviétique a véritablement fait pencher, je dirais, la balance dans le camp allié en défaveur de l'Allemagne, et c'est elle véritablement qui a joué un rôle moteur dans la défaite du Troisième Reich aux côtés des alliés occidentaux. Et est-ce que c'était réaliste de voir envahir l'URSS quand on se souvient de l'échec de Napoléon et de l'immensité du territoire russe? Il y avait énormément d'officiers allemands qui étaient totalement réservés. Malheureusement, heureusement pour nous, ils n'ont pas été entendus. Il faut savoir que Mussolini avait totalement déconseillé à Hitler d'engager la guerre contre la Russie soviétique et de plutôt concentrer ses efforts militaires en Méditerranée, où la guerre aurait pu être gagnée par l'Axe à ce moment-là. Il suffisait notamment de s'emparer de Gibraltar et de verrouiller le détroit de Gibraltar, ce qui aurait coupé véritablement les sources de ravitaillement des Britanniques en Méditerranée, et sans s'engager dans une guerre sans fin contre l'armée soviétique. Merci beaucoup Dominique Lormier pour nous éclairer toujours avec brillance sur la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres dont Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a 80 ans, le 22 juin 1941 commençait l'opération Barbarossa. Viashenaya Vaina, la guerre sacrée, les cœurs de l'armée rouge, le chant qui a rassemblé les soviétiques face à l'envahisseur nazi.